يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, ce soir, on va s'intéresser dans Stade 24 au génocide vécu par le peuple palestinien à travers la posture et la prise de position des sportifs. On reviendra sur le traitement de l'information. Comment est-ce que les médias traitent justement les sportifs qui ont pris position pour la Palestine. Déo et débat sera consacré à la nouvelle compétition lancée par la Confédération africaine de football, la Super League africaine. Et puis on reviendra sur les entraîneurs. 11 entraîneurs démis après 4 journées. Il y a des retours également sur des bancs. Et puis il y a de nouveaux arrivés, notamment Garrido et Almeida, l'un à l'USMA, l'autre à la JS Kabylie. Et la nomination de Yacine Mana. À un mois du tournoi UNAF, la direction technique nationale a nommé un entraîneur, en la personne de Yacine Mana, qui était au CS Constantine, 2 fois champion avec le CSC en U20, avec la réserve du CS Constantine. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Smaïl Jalid, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes entraîneur, vous êtes entre l'Algérie et la Suisse. Vous étiez à Al-Harraj, vous avez fait un passage par Al-Harraj. Et aujourd'hui, vous êtes à Alger. On reviendra sur le fait que vous avez présenté votre candidature également pour entraîner les U20. C'est intéressant, hein, vous l'avez fait au mois de janvier dernier. Merci d'être avec nous. Sidi Ahmed Reddis, bonsoir. Bonsoir Mahmoud et bonsoir à notre invité. Alors je rappelle que l'actualité sportive, il n'y a pas eu de championnat puisque toutes les rencontres ou toutes les activités ont été reportées du fait de la situation que vit la Palestine et par solidarité également avec le peuple palestinien. L'événement de Stade 24. On l'a dit, c'est ce génocide vécu par les Palestiniens. Comment vous le vivez, vous, qui êtes entre Alger et la Suisse, par exemple? Je le vis, tout d'abord, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous et de retrouver aussi mon ami Partagé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc ravi d'être sur le plateau. Comment je le vis? Je le vis très comme tous les Algériens, comme tout musulman qui est jaloux de sa religion. Je le vis très très mal. Je suis triste de ce que je vois à travers les médias. C'est une cause qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur, et je le vis très mal parce que je suis en Suisse, je côtoie les non-musulmans, et donc eux, ils sont partagés. Il y a un décalage entre le traitement de l'information, comment l'information est traitée avec ce prisme pris par les médias occidentaux et la population et les Européens. Est-ce qu'il y a un décalage? Il y a un décalage énorme. Je parle, puisque moi je vis en Suisse, les Suisses ne croient pas à ce que disent les médias. Donc ils sont, je dirais, ils sont plutôt pour la cause palestinienne. Donc ils ont compris que les médias gonflent ce conflit. Ils ont compris que ce que disent les médias, c'est pas juste. C'est des médias qui sont pro-Israël. Même, je n'ai pas prononcé le mot Israël, mais... L'État sioniste, on le dit. Voilà, exactement. Donc les Suisses ont compris, pas tous, mais la majorité sont pour la cause palestinienne. La plupart des gens que je côtoie, mes collègues entraîneurs, ils comprennent un peu que ce que vit le peuple palestinien est injuste. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'il suffisait de voir les manifestations qui ont eu lieu en Europe, à travers le monde, et notamment en Europe, parce que vous êtes en Europe. On l'a vu à Paris, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu également à Chicago, ça c'est aux États-Unis, à Istanbul. Bon, voilà, à travers le monde, parce qu'on va aller à travers le monde. Ouais. Et également en Algérie, c'était jeudi dernier. Alors, on va s'intéresser à la prise de position de certains sportifs. C'est un sujet préparé par Sidi Ahmed Reddis. Au 17e jour de l'agression sioniste contre Gaza, les signes de solidarité se multiplient dans le monde du sport. Certains athlètes sont exposés à des menaces et des sanctions. Ons Jabr, Abdelrahman Samah, Noussaïr Mazraoui, Mohamed Anneni, Aïssa Al-Aidouni, Karim Benzema ou encore Youssef Attal, tous sont accusés d'apologie du terrorisme pour leur soutien à la cause palestinienne.
Abderrahmane Samer, nageur de l'équipe nationale égyptienne et auteur d'un exploit historique en remportant la médaille d'or aux 50 mètres papillon, a vu sa photo supprimée du site de la Fédération internationale de natation après avoir affiché son soutien à la Palestine. Ons Jabeur, tenniswoman tunisienne, a été accusée de soutenir une organisation terroriste et d'incitation à la haine après avoir publié un message sur Instagram. Une plainte a été déposée contre elle par l'association israélienne de tennis. Enfin, dans le monde du football, de nombreux joueurs ont été rappelés à l'ordre ou même sanctionnés par leur club, comme Nouzaïr Masraoui, qui a été écarté de l'entraînement et des matchs car son point de vue ne correspond pas aux valeurs du club, selon le directeur sportif du Bayern Munich. En France, Karim Benzema est accusé d'être en lien avec les frères musulmans par le ministre de l'Intérieur Gérald Moussa Darmanin, imité par la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qui a quant à elle réclamé la déchéance de sa nationalité et le retrait de son ballon d'or. De son côté, Youssef Attal, qui a été suspendu par le gym sous la pression des politiciens, pourrait même être puni pénalement. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nice et une plainte pour provocation à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée. Youssef Attal risquerait jusqu'à 5 ans de prison. À moins de 2 mois de la CAN, il se pourrait que l'ex-pensionnaire du Parado soit en manque de rythme, mais très affecté psychologiquement. Il a néanmoins eu le soutien de son capitaine, l'international brésilien Dante, et l'entraîneur du club azuréen. Ça, c'est les joueurs de l'équipe nationale lors du dernier match qui sont entrés avec l'écharpe de la Palestine. Je pense que le ridicule, on l'a atteint avec Benzema, où tout de suite on a demandé la déchéance nationalité, lui retirer le ballon d'or pour des supposés liens avec les frères musulmans, alors qu'il a fait que juste à travers une story. C'est une story sur Twitter, ex-Twitter, qui est plateforme X actuellement. Mais comme vous l'avez dit, on a atteint le ridicule vraiment, parce que ce sont des accusations infondée, il n'y a aucune preuve que ce soit. Et aujourd'hui, j'aimerais juste dénoncer le fait que les politiques s'immiscent et s'ingèrent dans la gestion des clubs, comme ce fut le cas avec l'OGC Nice, où c'est le maire de Nice, Estrosi, qui demande aux dirigeants de ne plus faire jouer Youssef Attal. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de 2 poids 2 mesures dans la prise d'information et la prise de décision de certains responsables du sport en Europe. Puis ça fait le buzz également quand on s'attaque comme ça à des sportifs qui ont une renommée, je pense à Benzema, mondiale. Et ça a une résonance au niveau mondial et ça fait le buzz. Alors tout de suite, on a décidé, on veut cataloguer, on veut vous étiqueter tout de suite en vous traitant d'anti-juif ou également antisémite. Oui. Ou également, c'est un appel à la haine, alors que c'est pas du tout. C'est pas du tout ça ce qu'a fait. Au-delà de l'antisémitisme, il y a aussi, je pense que quand on parle de 2 poids 2 mesures dans la prise de position, c'est aujourd'hui un racisme et tout de suite, on veut lier le judaïsme au sionisme. Alors que c'est 2 choses différentes. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis il y a du 2 poids 2 mesures dans la prise d'information et surtout par rapport aux médias français, on l'a vu de par les dernières émissions en France, personne n'a été épargné, que ce soit Benzema, Attal ou la plupart des sportifs musulmans qui ont plaidé pour la cause palestinienne. Vous voudriez ajouter ? Oui, concernant Benzema, comme vous avez dit, c'est ridicule, c'est vraiment absurde, surtout le ministre intérieur de la République française. Voilà, là c'est affaire d'homme, c'est une affaire personnelle contre Benzema et c'est pas une première. Benzema il a toujours été attaqué de par ses origines, de par sa religion. On lui a ressorti une interview alors qu'il n'avait que 19 ans. Exactement. Un jeune adolescent où il disait oui, de cœur il est algérien, c'est normal, il s'identifiait à ses parents. Mais le projet sportif, sur le plan sportif, il est français, il ne va pas se renier. Pourquoi est-ce qu'il se renierait ? Par contre, il y a un autre joueur. C'est là où on parle de 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que je dis, quand les médias français abordent le sujet et traitent le sujet, il y a un décalage, une différence énorme. Je cite, à titre d'exemple, Griezmann, il n'y a pas si longtemps que ça, disait lors d'une interview, parce qu'il a été vu ne pas chanter la Marseillaise, il disait « je me sens plus espagnol que français ». Et personne n'a parlé. Aucun média français n'a levé le petit doigt pour dénoncer et dire que Griezmann… Et quand on leur a posé la question, et c'est là où je dis encore une fois, c'est un racisme mélangé à de l'islamophobie, ils disent, la réponse était toute simple, « Ah, mais c'est pas la même chose, c'est la même religion, c'est le même continent, c'est l'Europe. Oui, » bon. Ah bah non, je suis désolé. Tout à fait. Ah ben, on va justement retrouver Nourdine Ouldali. Nourdine Ouldali, ancien entraîneur de la sélection des U23, des Espoirs, qui se trouve à Bruxelles et qui a été entraîneur de la Palestine. L'équipe palestinienne qui était venue à Alger, qui avait battu justement
l'équipe réserve de l'Algérie au stade du 5 juillet sur le score d'1-0. Sur le vécu d'un entraîneur ou des joueurs palestiniens au quotidien sous le joug du sionisme. Nordine Oulali, bonsoir. Bonsoir Ma'ammar, bonsoir à vos collaborateurs et bonsoir aussi aux amis téléspectateurs de la chaîne. Merci. Voilà le quotidien de... Oui, alors concernant justement déjà, le quotidien, votre quotidien alors, quand vous étiez en Palestine. J'ai pas entendu Ma'ammar. Votre quotidien quand vous étiez en Palestine, quand vous étiez entraîneur. Je dirais la Palestine déjà, avant d'entrer en Palestine, c'est un parcours de combattant parce que les Palestiniens, malheureusement, ils ne contrôlent pas leurs frontières. Donc, vous êtes soumis au diktat de l'occupant. Donc, j'ai eu l'expérience, je vous raconte un peu mon expérience de coach avant de rentrer dans les territoires. Donc, ça me fait parfois une attente jusqu'à 8 heures parce qu'il y a une hésitation de la part de l'occupant me laisser rentrer, donc avec la force des choses et la pression de mes dirigeants, donc à chaque fois je réussissais à rejoindre mon lieu de travail et parfois soit je me fais refouler, soit je me fais expulser. Voilà, ça se parle un peu pour rentrer dans mon lieu, dans les territoires occupés. Après, vous avez un pays qui est une grande prison à ciel ouvert. Donc, vous dépendez en fait du colon. En fait, vous commandez en rien. Les routes, elles sont occupées par les colons. Vous avez des checkpoints. Si je parle du sport en général et du football en particulier, donc vous êtes soumis à des autorisations pour construire des infrastructures. Et voilà. Après, mon rôle à moi, c'était un peu de coacher cette sélection. Donc, c'est comme si vous partez pour un stage, si vous organisez un stage, donc vous partez sur des listes élargies, mais vous ne savez pas à la fin combien de joueurs vous aurez en sélection. Donc, à titre d'exemple, si je pars sur du 35 à 40 joueurs, j'arriverai à 18-20 avec une gestion et un management exceptionnel et même si on sait qu'il y a beaucoup d'urgence à faire, mais on le prend d'une manière philosophique parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Et quand on se réunit, on ne parle pas des solutions à donner, mais on imagine un peu les futurs problèmes qu'on aurait, quoi. Vous êtes toujours dans l'anticipation. Question de Sid Ahmed Khaddis. Exactement. En fait, j'ai appris ça dans ma fonction en Palestine. C'est d'anticiper ce qu'on ne peut pas imaginer. Très bien. Question de Sid Ahmed Khaddis. Bonsoir coach. Bonsoir Sid Ahmed. J'espère que vous allez bien. Alors moi, ma question elle est toute simple, elle est sur un plan émotif. Est-ce que vous avez été à la tête de cette sélection, au-delà de l'aspect sportif, vous parliez des difficultés par rapport au checkpoint et au fait d'avoir des joueurs disponibles. On sait que la Palestine avait émis le souhait de recevoir ses futurs adversaires ici en Algérie. L'État algérien s'était engagé à s'occuper de tous les frais, etc. Par contre, aujourd'hui, ça a été refusé par la FIFA et l'AFC qui demandent à cette équipe de la Palestine de jouer dans le continent auquel elle appartient. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Quel est votre commentaire? Oui, tout ça, c'était prévisible parce que on a déjà fait une tentative en 2015 de jouer en Algérie. Je me rappelle qu'il y avait un petit problème de match entre nous et l'Arabie Saoudite. Donc c'était en 2015. Donc la Palestine à l'époque, à travers le président Djibril Rajoub, avait sollicité l'Algérie pour recevoir, pour qu'on reçoive les animateurs de la Coupe du Monde. À l'époque, en Palestine, en Algérie, c'était un refus sous prétexte qu'il fallait être du même continent, etc., etc. C'était la même chose cette fois-ci. Même on savait par avance la réponse de l'AFC exactement parce que c'est
c'est une compétition gérée et par les FC sous l'égide de la FIFA. Je pense il y avait une entente entre ces deux institutions. Ben, concernant la première question, C'était par rapport au blocus, les difficultés par rapport au blocus sur les différents checkpoints. Oui, les difficultés. Il faut connaître d'abord, c'est Ahmed, la Palestine, c'est-à-dire la composante du peuple palestinien qui est divisée. Vous avez 5 entités en Palestine. Vous avez la Cisjordanie, les habitants de la Cisjordanie. Vous avez les habitants de Gaza. Après, tout ça, ils ont le même statut, c'est-à-dire palestinien, avec un passeport palestinien. Vous avez les habitants de Jérusalem, qui sont aussi palestiniens, mais qui ont un passeport jordanien. Vous avez aussi d'autres Palestiniens, ce qu'on appelle les Arabes 48. Donc eux, ils ont un statut à part. Après, vous avez les Palestiniens de la diaspora, les immigrés, etc. Eux qui sont interdits de retourner dans leur pays. Donc tout ça, dans mon travail à moi, il fallait combiner tout ça. Donc les joueurs de Gaza, ils ne peuvent pas regagner la Cisjordanie, ils ne peuvent pas regagner, ils sont soumis à des autorisations. Et les Gazaouis qui habitent en Cisjordanie, ils ne sont pas libres de se déplacer en Cisjordanie. Parce que s'ils se font attraper, soit ils vont en prison, soit ils le font rapatrier vers Gaza. Après, vous avez les joueurs de la diaspora qui rentrent avec le passeport des pays où ils vivent. Après, concernant les déplacements, comme j'ai dit au départ, la Palestine, elle ne maîtrise pas ses frontières. Donc, on est soumis aussi, quand on sort et quand on rentre dans le pays, aux autorisations de l'occupant. C'est-à-dire à l'occupation, soit par rapport aux autorisations, soit par rapport aux sorties, les rentrées, etc. La Palestine n'a pas d'aéroport, donc on est obligé de faire tous nos déplacements à travers l'aéroport de Amman. Après, imaginez-vous, pour faire un déplacement, il vous faut une logistique énorme et un temps fou, rien que pour gagner Amman. Parfois, on arrivait même à rater nos avions. Nordine Ouldali, je voudrais rester avec vous. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos joueurs, vu la situation que vit aujourd'hui, par exemple, Gaza, ou toute la Palestine, même en Cisjordanie? Oui, je suis en contact avec eux, soit entraîneurs, collègues ou joueurs. Voilà, ils vivent en sursis. Donc, et on échange souvent, c'est à chaque fois s'il y a moyen de les avoir, parce que parfois Internet, il a une heure par jour ou voire moins. Donc voilà, c'est un peuple qui vit en sursis. Ils savent pas à quelle heure ils vont mourir, à quelle heure ils vont se faire bombarder. Voilà, c'est le sentiment que mes amis me font, m'en font part. Peut-on encore parler football et éliminatoire de Coupe du Monde au vu de cette situation? Vous savez, une sélection nationale, c'est un ambassadeur, c'est un représentant de cette cause. L'équipe du FLN en a été le modèle. Exactement. Exactement. J'en parlais souvent à mes joueurs. Je donnais toujours l'exemple de la sélection du FLN. Les sacrifices qu'ils ont faits, il y en a qui n'ont pas voulu jouer la Coupe du Monde pour rejoindre la cause algérienne. Donc c'est un peu les joueurs palestiniens, ils ont cette situation. Nous, comme il a si bien dit, c'est Ahmed, il y avait comment on appelle ça, une expérience humaine et une expérience professionnelle. Et parfois, quand on est dans notre profession, on essaye de leur demander de ne pas faire abstraction à tout ça, mais de jouer un peu ce rôle-là d'ambassadeur et de digne ambassadeur de leur cause. Nordine Ouldali, je terminerai par cette question. Quand l'équipe de Palestine a joué en Algérie, quand ils ont vu cet accueil, qu'est-ce qu'ils ont dit, les joueurs palestiniens? Est-ce qu'ils étaient étonnés? Est-ce que ça ne les a pas surpris? Comme je l'ai déjà dit au début, je les ai un peu prévenus de leurs futures émotions avant le match.
Donc, ils l'ont pas pris au sérieux au début. Quand ils ont vu cette foule, ce stade archi comble, ils étaient vraiment émus. Tel que ils n'ont pas pu entamer le match. Il fallait au moins 20 minutes, 30 minutes pour qu'ils consomment cette situation. Et vraiment, pour eux, si je résume leur relation et tout ce qui se fait avec l'Algérie, c'est comme quelqu'un qui a besoin d'une assistante, d'un grand frère, quand on est un peu dans des difficultés, ou quand on peut pas, c'est-à-dire on peut pas contrer quelqu'un, on sollicite quelqu'un de puissant pour les aider, quoi. Nordine Oudali, merci pour ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous en direct. Vous l'avez entendu, Smaïl Jalil, c'est une expérience pour un entraîneur qui est fabuleuse. Au vu des difficultés, c'est une expérience humaine. Oui, exactement. Oui. Comme a dit Nordine, pour lui, c'est une expérience enrichissante. Et quand même, ça l'a marqué quand même. Ah, ça vous marque à vie. Ça l'a marqué. Mais je pense que humainement, on ne peut pas faire plus fort sur un plan psychologique, le fait d'être sous les bombardements à chaque fois et d'être là, de faire son travail. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Exactement. Vous vous engagez, c'est-à-dire vous partagez la cause. Le quotidien. Voilà, exactement. Vous êtes pour la cause palestinienne. Tout à fait. Vous y allez, quoi. Tout à fait. Et moi, je me rappelle le match Algérie-Palestine au 16 juillet, et que tout le monde prônait la cause palestinienne. Même moi, j'avais la chair de poule et j'avais presque des larmes aux yeux que tout le public du 5 juillet réclamait, voire criait Palestine, Palestine, ou chantait. Je n'ai jamais vu l'Algérie, les supporters algériens, siffler leur propre équipe. Ça ne se fait que face à la Palestine. Exactement. Et tout le stade a explosé quand la Palestine a marqué le but. Tout à fait. Ça, c'est vraiment pour l'histoire. Hein. Mais je pense qu'on ne reverra jamais une scène pareille où les supporters algériens, nationalistes qui sont, fervents supporters, supporter notre équipe et siffler leur propre nation. C'est un match qu'on n'oubliera pas de sitôt, mais on va rester sur le dossier. Et c'est dommage, Ma'amar, pardon, avant de rester sur le deuxième VTR, c'est dommage que cette demande de la Palestine n'ait pas été acceptée, parce que je pense, comme l'a dit Nordine Oudali, c'est aujourd'hui le sport peut être un vecteur, peut donner un message au monde entier, et que cette décision soit refusée. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Il l'a dit en 2015, ils avaient déjà émis le souhait de jouer en Algérie. Et vraiment, je pense que la Palestine vienne jouer ici, et je peux vous le dire et vous l'assurer que le stade aurait été plein à craquer, aurait eu un soutien moral énorme, ça aurait fait quelque part chaud au cœur à ces Palestiniens qui souffrent au quotidien. Ils en ont bien besoin. Ils en ont bien besoin actuellement. On va enchaîner avec justement cette politique de 2 poids, 2 mesures dans le traitement de l'information concernant les joueurs qui ont pris position, affiché leur soutien à la Palestine et pour la paix dans le monde. C'est un sujet préparé par Salah Faisal. 2 poids, 2 mesures. La démocratie, version occidentale et géométrie variable. Juste un slogan lorsqu'il est question de protéger l'entité sioniste. L'Occident et les instances et les clubs sportifs européens et mondiaux ont piétiné les valeurs qu'ils disent défendre. La liberté d'expression, ça ressemble à un veto qu'on l'utilise dans le besoin afin de porter atteinte aux autres. Si vous étiez de Gaza parmi les 5000 morts, ou vous étiez un enfant comme Khaled en train de pleurer toute sa famille qui a souffert pendant 75 ans avant d'être bombardée par l'entité sioniste dans une opération génocidaire, vous auriez compris l'injustice. Vous n'avez pas le droit ni de soutien ni de solidarité de ces instances. Encore pire, ils vont sanctionner toute personne solidaire envers le peuple palestinien. Des critiques, des enquêtes et même des menaces et rupture du contrat, une liberté d'expression dans un seul sens. Anwar El-Ghazi, le néerlandais, a dû quitter la Bundesliga pour la cause palestinienne. Fin de contrat après seulement un mois à Mainz. Riyad Mahrez, El-Mazraoui, Shaibi, Issa El-Aïdouni et beaucoup d'autres n'abandonneront pas la Palestine. Ils n'abandonneront pas les innocents. Ils n'abandonneront pas un peuple qui essaie de survivre à la barbarie de l'entité sioniste. Les images parlent d'elles-mêmes. Cette image d'un enfant en train de chercher le corps de son père, et on l'a vu éclater en sanglots au moment où il voit lui embrasser son père, elle parle d'elle-même. 75 ans que la Palestine vit ça.
Et aujourd'hui, on vous parle de victimes ou d'un peuple ou de terrorisme. Où est le terrorisme? Le terrorisme, c'est ce que vivent les Palestiniens au quotidien. Ça, c'est du terrorisme. Et on l'a vu, ce traitement de l'information et la manipulation de l'information aujourd'hui qui est faite. Et on l'a vu également le courage d'athlètes de haut niveau qui prennent position. C'est leur quotidien également. Ils l'ont affiché Au détriment de leur carrière aussi. Au détriment, et ils l'ont affiché clairement également. Exactement. Comme vous avez dit, c'est un paradoxe. D'un côté, on parle de liberté d'expression, et de l'autre côté, dès qu'on s'exprime, on est sanctionné par les clubs. C'est-à-dire, on parle en l'occurrence à Attal. Voilà, il a pris position. Peut-être ce que je reproche à Attal, peut-être le contenu. Oui, du message. Exactement. Le message, peut-être s'est trompé. Mais la prise de position, c'est un devoir de tout musulman, tout footballeur professionnel. Quand même, c'est des ambassadeurs, avant tout. Il faut rendre hommage au Borussia Dortmund. Oui. Parce qu'il faut rendre hommage au Borussia Dortmund concernant Ben Sebaini, oui. où la question avait été posée. Il avait eu l'écharpe de la Palestine, on soutient à la Palestine. Et le directeur sportif a dit eh bien, nous, on respecte le soutien, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que Smaïl a raison dans ce qu'il dit. Le contenu peut-être de Youssef Attal était un peu haineux, c'est-à-dire que il avait été qualifié de repris. Voilà, c'est ce qui a été repris par les médias français, contrairement à Rami Ben Sebaini ou à d'autres sportifs aujourd'hui en Europe. Exactement, voilà. Et moi, j'invite pas que les musulmans, mais les autres footballeurs doivent. Mais on a vu de belles images à Osasuna. Exactement. Lors du championnat d'Espagne. Ouais. Celtic également, où ils ont tous affiché leur soutien à la Palestine. On voit aujourd'hui la rue arabe, on voit aujourd'hui l'opinion également occidentale. Eh bien, on voit le curseur, il est en train de changer complètement. Tout à fait. Il y a un élu, il y a un élu qui disait heureusement pour Israël que cette bataille ne se déroule pas dans la rue, parce qu'on le voit aujourd'hui. À travers le monde, l'opinion publique a pris position. C'est-à-dire que les millions de personnes qui sont sorties ces derniers jours pour la cause palestinienne, il n'y a pas photo. Et quand on parle de deux poids, deux mesures, justement, Ma'ammar, le mouvement révolutionnaire Hamas, parce que c'est un mouvement révolutionnaire Hamas, sur les images des enfants, parce que là on a vu un enfant, les images des enfants israéliens tués, il a été démontré aujourd'hui que c'est une manipulation d'image qui a eu lieu, donc ce n'est pas vrai. En revanche, même le sang qui a été... En revanche, le petit en train de pleurer, ça c'est du réel. Ça, oui. c'est un fait réel. C'est un fait réel. Tout à fait. Et il y a eu les footballeurs, mais il y a eu Ons Jabr également, la Tunisienne, qui a apporté son soutien, le nageur égyptien qui a apporté son soutien. Et on le voit, nos sportifs ici en Algérie, tous. Que ce soit au Mouloudia d'Alger, que ce soit les footballeurs du championnat de Ligue 1. Il faut rendre hommage au Mouloudia. Ouais, au Mouloudia. Dont toutes les catégories sont sorties lors de la marche. Oui, il faut leur rendre hommage, ils sont sortis manifester. Vous, au quotidien, comment vous vivez en Suisse? Je vous pose la question. Depuis le déclenchement de ce conflit, le conflit depuis... Il dure depuis 75 ans, depuis le début, le 7 octobre. Depuis le 7 octobre. Exactement, moi j'étais... Ça fait 17 jours. Je suis là depuis le déclenchement de ce conflit, de la guerre. Je ne suis plus retourné en Suisse, mais je suis en contact avec mes amis, mes collègues, même suisses, où on le vit très 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 mal, on le vit d'une manière injuste. On sent que ce peuple, il est laissé pour lui-même. On sent qu'il est abandonné, c'est une prison à ciel ouvert. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. On tue, silence, on tue. Il n'y a personne, aucun État officiellement dit stop, qu'on arrête, qu'on essaye vraiment de dénoncer cette lâcheté, quand même. Ce silence du monde entier. Ce silence du monde entier. Donc maintenant, il est temps. Et où sont les droits de l'homme? Où sont les organisations? Très bien. On va revenir au football. Donc on l'a dit. Alors la question, par exemple, on va prendre le cas Youssef Attal. Je pense que pour lui, c'est terminé à Nice. Même s'il a eu le soutien de son capitaine. Et de son entraîneur. Et de son entraîneur. Il disait que c'était un super joueur dont on avait besoin, mais quand c'est des décisions disciplinaires, je ne peux rien. Oui, et Dante également. C'est plutôt une décision politique. Hein, ça vient du haut. Ça vient des politiques, c'est clair. Nice, le Premier ministre, donc ça vient Par du contre, haut. là, on en parle encore une fois, Ma'ammar, et il y a un fait, c'est un incident qui s'est déroulé il y a 4 jours, lors du match de l'équipe de France. Souvenez-vous, il y a un joueur qui joue avec Youssef Attal à Nice, Todibo. Todibo, qui est défenseur international. Il y avait une minute de silence pour la cause israélienne. Il a été surpris en train de rire. Sur un plateau télé français,
La prise de position, elle est là. C'est-à-dire que le deux poids, deux mesures, on le voit, il est flagrant. Quand il s'agit de Youssef Attal, on dit tout de suite, c'est un message haineux, etc. Bon, quand c'est pour les sionistes, là, eh bien, tout de suite, il a été, Voilà. non, parce qu'il a rigolé. Et il a joué. Il a été. Cette semaine, il a joué face à Oui, Marseille. mais il a été obligé de présenter ses excuses, et tu dis Oui, quand il. mais il a joué. Pour vous dire comment on fait monter la Contrairement à mayonnaise. Youssef Attal. Alors, je veux dire, Youssef Attal, pour lui, c'est terminé. Je pense qu'au prochain mercato, Il sera en fin de contrat, en fin de saison. Mais au prochain mercato, Il je peut parle, signer là où il veut en janvier. en janvier, il ira ailleurs. Il faut qu'il plie bagage, il faut qu'il quitte le Parce championnat. qu'il a une échéance, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Justement. Exactement. Est-ce qu'il pourra rejouer avant la CAN? C'est ça la grande interrogation pour l'équipe Ouais, nationale c'est et ça, la Djamel question. Belmadi. Exactement. Vous qui êtes entraîneur, Oui. un joueur qui ne joue pas pendant 2 mois. Oui, mais Attal, c'est un cas exceptionnel. Donc Belmadi va être un peu plus attentif à ça. C'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il ne joue pas pour des raisons sportives, c'est pour des raisons, entre guillemets, politiques. Donc je pense que Djamel Belmadi, il est assez intelligent pour, Non, mais pour ça faire fait la part des choses. Au-delà de l'aspect sportif. Oui, mais disons, il va s'entraîner. Oui, il va s'entraîner. Il lui manquera, peut-être il qu'il va manquera en de jouer. rythme. Rien ne Il manquera de rythme. remplace la compétition, vous le Exactement. savez très bien. Mais j'espère que Belmadi va. Si on ne le sélectionne pas, ça va être comme une double sanction. Il va quitter le GC Nice, puis après, il ne va pas être sélectionné. En fait, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas sur le plan sportif qu'il n'a pas sa place à l'OGC Nice. C'est Non, mais l'entraîneur l'a dit. Mais Voilà. au-delà de ça, Smaïl, moi, ce que je retiendrai de cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, l'OGC Nice ne s'est pas prononcé. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision de justice. Ils Exactement. attendent. C'est que Youssef Attal risque une punition pénale aussi, Mahmoud. Et moi, là où je pose la question, là où je mets le doigt sur un certain aspect, c'est le fait que Attal soit pris on va dire, psychologiquement, il serait atteint. Exactement. Parce que là, il est dans l'attente, il ne sait pas ce qu'il attend. Il y a une enquête qui a été ouverte au-delà de la commission de discipline. Non, il y a une enquête ça, par le par le procureur de la parquet de République. Nice. Donc, Par le procureur de la pense- République de Nice. Donc, on va attendre le déroulement c'est de pour ça que l'enquête. l'OGC Nice ne s'est pas encore prononcé. Mentalement, s'il doit être affecté. Clairement. Sur le plan psychologique, il doit être Exactement, affecté. ouais, exactement. Mais vous avez raison quand vous dites, je pense que Djamel Belmadi va le sélectionner, parce que sinon, ce serait une double double peine. peine pour Tout ce à fait. joueur. Moi, il faut le sélectionner, le féliciter. Parce que c'est courageux ce qu'il a fait. Un peu ce que je lui reproche, un peu plutôt le contenu. Il aurait dû être un peu plus subtil, un peu plus. Il a intelligent oui, dans bon, le contenu. sur son premier. Mais là, il s'est exprimé parce que. C'est le cœur qui a C'est parlé. le cœur qui a Voilà, parlé. c'est tout. Maintenant, Devant une pour moi, injustice. c'est le fait Quand de vous voyez de sélectionner- telles images, Exactement. comment vous Exactement. On retenir peut pas se Le retenir. fait de sélectionner, même s'il en manque de compétition, c'est comme voilà, le féliciter, récompenser. le récompenser, le soutenir. Voilà, c'est une sorte de soutien. D'ailleurs, après le match, le dernier match de l'Algérie face à l'Égypte, après la polémique, j'ai eu de certaines sources que Youssef Attal aurait demandé à la fédération de ne pas apporter son Ouais, soutien. la fédération ne s'est pas impliquée Voilà, sur ce ne s'est dossier-là, pas et c'est lui impliqué. qui a demandé. C'est lui qui a demandé à la fédération de ne pas pondre de Moi, je le communiqué. verrais bien au championnat italien, le Milan AC. On par espère exemple. qu'il quitte. Bah, il va rebondir. Il va Il va rebondir. rebondir, ailleurs. là, Il va c'est un rebondir. excellent Non, joueur. il a du talent, c'est clair. Mais Mais c'est vrai qu'il a été un bon. Malheureusement pour lui, les dernières saisons, Il peut jouer dans il n'a pas été tout le épargné par les système de jeu, blessures. voilà, ouais. Tout à fait. On lui souhaite. On souhaite voilà. on lui souhaite très rapidement qu'il trouve un club et qu'il puisse rebondir, et surtout qu'il participe, qu'il soit retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça, c'est le choix de l'entraîneur. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, on va enchaîner avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas avec le début de la Super League africaine. C'était un projet qui devait voir naissance en Europe. Finalement, c'est l'Afrique qui l'a lancé et la compétition a débuté, mais il n'y a aucun club algérien dans cette compétition. On va écouter tout d'abord le président de la CAF sur cette compétition, le Sud-Africain Motsepe. I want to start with my brother Gianni Infantino for Je tiens à commencer par remercier mon frère Gianni Infantino pour son immense contribution et son dévouement. Vous savez, chacun de nous, dans un temps imparti, souhaite apporter son soutien pour le développement du football africain. Parmi toutes ces choses que la FIFA et son président ont apportées, cet aspect reste le plus important. La Super League africaine est une compétition de la CAF. Elle dépend de la Confédération et nous sommes heureux d'avoir comme partenaire la FIFA. but we are excited to have the partnership of FIFA. C'est toujours comment engranger l'histoire, c'est toujours comment engranger une nouvelle compétition, plus d'argent à travers les droits à Exactement. télé et l'organisation de cette Les compétition. sponsors. Et les sponsors. Alors, moi, je vous pose la question, Smaïl, aucun club algérien.
ni le CRB, pourquoi j'ai dit le CRB? Parce qu'il était quart finaliste des dernières compétitions, 4 fois de suite. L'USMA vainqueur. L'USMA vainqueur. Il y a eu également l'Entente qui a fait une demi-finale il y a 2 ans de cela. La JSK. Voilà, la JSK, ça remonte déjà CAF, à la Coupe de la CAF, finale de la Coupe de la CAF. Ouais. Donc aucun club algérien, ça vous surprend? Ou vous dites, quand vous regardez la composante, on retrouve le Motsepe, on retrouve le Motema Pembe, on retrouve le Tout-Puissant Mazembe, Simba, le Wydad, Simba, Enyemba. Voilà, on retrouve à peu près l'Espérance de Tunis. Je ne sais comment commenter cette absence des clubs algériens. C'est un choix qui a été fait par la Confédération. C'est un choix, est-ce que c'est un choix sportif ou un choix non sportif, pour ne pas dire autrement? Autre chose. Exactement. Mais restons sur le plan sportif. Parce que Simba, je n'ai pas souvenir que Simba ait gagné la Coupe d'Afrique ces dernières années. Exactement. Il participe seulement à la Champions League depuis quelques années. C'est difficile de commenter ça. Dans quel sens le commenter? Je trouve peut-être surprenant. Je suis surpris. Et en même temps, disons nos clubs, est-ce que les 5 dernières années, voire les 10 dernières années, est-ce qu'on est constant? Vous avez eu les 10 dernières années. Le CRB, oui. Sur les 10 dernières années, je pense que oui. Il y a l'Entente, il y a le CRB, il y a le MOB qui est allé en finale de Coupe de la CAF, il y a la JSK qui a fait une finale de Coupe de la CAF, l'USMA vainqueur de cette même coupe. Si on compare avec les clubs tunisiens ou les clubs égyptiens, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Ok. Voilà. J'essaie de trouver une raison. Pourquoi on est absent de cette Parce que c'est des clubs engagés en Champions League. C'est la Champions League. C'est les clubs de la Champions League. Difficile de commenter ça, et je vais être un peu objectif. Disons qu'on n'est pas constant, on n'est pas dans la production de jeux, dans les résultats sur le plan africain, on n'est pas assez constant vu les moyens que possède l'Algérie. Voilà mon explication à ce chose. Par contre, sur cette édition-là, c'est la première. C'est la première. On a été, vous l'avez dit, le continent africain a été le premier à lancer cette Super League. Il n'y a pas eu autant d'hostilité comme ce fut le cas en Europe. Souvenez-vous, c'est une compétition qui tenait à cœur à Florentino Pérez. Ça a coûté à la Juve, au président de la Juve, ça lui a coûté son poste. Son poste, exactement. D'ailleurs, il y a eu le FC Barcelone aussi. Mais l'UEFA s'y était opposé pour des raisons financières et de droits télé. Ça a entraîné une nouvelle formule également pour la Champions League dès la saison prochaine. Donc pour cette Super League africaine, à partir de la saison prochaine, on sera à 16 clubs. Là, il y aura les clubs algériens. Voilà, choisis, pas plus de 3 clubs par pays, et choisis en fonction des 5 dernières années, du classement CAF des 5 dernières années. Donc ça c'est plus juste. Les critères qui vont être appliqués à partir de la saison prochaine. Et en 2024-2025, on passera à 24 nations. Après, je pense que là où il faut poser des questions, c'est par rapport à cette compétition. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre plus en promotion la Champions League et la Coupe de la CAF, plutôt que d'avoir déjà que le calendrier il est chargé? Cette compétition, les matchs retour auront lieu demain et après-demain. Le 1er et le 5 novembre, ça sera les demi-finales. Le 11 et le 15 novembre, ça sera la finale. Le calendrier est chargé en d'autres termes. Super chargé. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations qui va être là en janvier. Donc déjà, les équipes... Éliminatoire de Coupe du Monde également. Tout à fait. Éliminatoire de la Coupe du Monde en novembre. Ouais. Donc pour ces joueurs qui sont appelés en sélection, ça va être un marathon. C'est ce que dénonce aujourd'hui l'ensemble des footballeurs. C'est ce qu'il faut se poser comme question. À travers le monde. C'est la même chose en Europe, hein, c'est la même chose. Oui, avec la Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Mais vous avez eu des entraîneurs et des joueurs en Europe qui sont montés au créneau pour dire c'est devenu insupportable. Le premier, c'est Raphaël Varane. Insoutenable. Voilà. Et Raphaël Varane, c'est pour cette raison-là qu'il a arrêté sa carrière internationale. Tout à fait. Mais c'est Conference League, Europa League, Champions League, Ligue des Nations, les éliminatoires de... Si vous devez jouer les premiers rôles, vous êtes à 70 matchs par saison. Exactement. 70 matchs, 75. Après, l'autre question qu'on se pose, Smaël, et que les spécialistes aujourd'hui, que ce soit les entraîneurs du continent ou les spécialistes du football, c'est est-ce qu'une ligue fermée chaque année ne donnera pas lieu à des matchs lassants? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient lassant de voir les mêmes équipes, les mêmes matchs. Ça sur la NBA. Voilà. C'est les playoffs NBA. Voilà. Mais bon, exactement. Je ne sais pas si ça fonctionne pour le football. Vous rajoutez à cela championnat national, coupe nationale, coupe de la Ligue. C'est énorme. Ça fait énormément de compétitions. Alors, même si vous faites votre planification microcycle,
Dans le microcycle, vous allez placer presque, on n'a plus d'entraînement, de séance d'entraînement. Dans chaque deux jours, on a un match. Chaque 2-3 jours, il y a un match. Il y a plus. Surtout s'il y a des déplacements. Surtout, il y a des déplacements. Après, on est toujours dans la récupération. On n'est plus dans l'aspect tactique, juste dans l'aspect récupération psychologique. Ouais. Et surtout des équipes qui jouent les compétitions européennes et autres. Ouais. Très bien. Africaines. Et africaines. Ouais, bon, c'est africain. Très bien. On va aller maintenant sur un sujet qui vous tient à cœur. On l'a dit au tout début de l'émission, dans un mois, il y aura le tournoi de l'UNAF, l'Union arabe de football. Et notre équipe nationale des U20 sera présente à ce tournoi. Et voilà qu'à un mois de cette compétition, la direction technique nationale décide de nommer un entraîneur, Yassine Mana. Yassine Mana, qui est un jeune entraîneur qui a très bien réussi avec le CS Constantine. Alors, c'est très bien que Yassine Mana ait été nommé. Pourquoi à un mois de la compétition? Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pour pouvoir se préparer. Mais dans le même temps, il n'y a pas eu d'appel à candidature du côté de la Fédération algérienne de football. Il me semble qu'il y a eu, à l'époque de Biskri, un appel à candidature, que vous étiez d'ailleurs candidat, vous avez postulé. Est-ce qu'on vous a répondu? Alors, j'ai répondu à l'appel d'offres ou appel aux des candidatures sélectionneurs nationaux. Est-ce que c'était pour les U20 spécialement? Alors, il y avait plusieurs catégories. Il y avait plusieurs catégories. Il y a les U15 et les U20. Très bien. Et vous étiez candidat pour les U20? Dans ma lettre de motivation, j'ai dit je suis intéressé par la sélection U20. Voilà. Pourquoi U20? Parce que toute ma carrière d'entraîneur, j'étais plutôt formateur dans cette catégorie. J'ai travaillé presque 7 ans à Young Boys comme entraîneur du U20 et U18. Donc cette catégorie, ouvert mon expérience en matière de formation et d'encadrement de talent, me permet aussi de postuler. Est-ce qu'on vous a répondu? Est-ce qu'on vous a écouté? Alors, ni l'un ni l'autre. Je réponds, je vais faire le dossier, on court pour le casier judiciaire. Non, au-delà de ça, moi je parle du projet. Oui, ça, laissons les formalités. Voilà, c'est tout à fait normal. Ça prend du temps, on court, etc. On envoie le dossier, on se dépêche pour être. Très bien. Est-ce que vous avez été écouté par la direction technique nationale? Alors, on n'a pas répondu. Déjà, on ne nous a pas répondu, pas d'une manière générale, ni on a reçu les dossiers. Ni vous devez patienter, et jusqu'à maintenant, j'ai plus de réponse. Est-ce que négatif ou positif? Si, la réponse, la réponse, vous l'avez. Voilà, pour l'instant, on m'a rien dit. Ouais, vous l'avez la réponse. Donc, récemment, j'apprends la nomination de sélection nationale. J'avoue que j'étais surpris et déçu. Par la forme? Par la forme et par la manière et par le timing. Pourquoi maintenant, à quelques semaines de début du tournoi de l'UNAF? À 3 semaines, ouais. Et là, pour moi, le fait de ne pas donner suite au dossier, aux candidatures, d'une manière générale, parce qu'il y avait des candidats intéressants, qui avaient un profil très intéressant, on n'a pas répondu à ces candidats-là. Pour moi, c'est un manque de respect envers ces candidats-là. Au moins, dites voilà, écoutez, on a choisi quelqu'un d'autre, ou répondez, ou vous attendez, ou etc. Donc, jusqu'à maintenant, aucune suite, aucune. Voilà. Entre-temps, il y a eu un changement de direction technique nationale. Moi, je parle avec la direction nationale, l'ancienne. Ouais. C'est pourquoi, en l'occurrence, on va nommer M. Beskeli et son adjoint Djelloul. Pourquoi ils n'ont pas traité les dossiers? Pourquoi, pendant une année ils étaient au poste, pourquoi ils n'ont pas désigné un entraîneur pour les U15? En plus, ils connaissaient les échéances. Exactement. Il fallait être rapide, plus vite, parce que c'était une catégorie très très importante. J'ai rien contre l'entraîneur qui a été désigné. C'est très bien qu'il y ait un entraîneur. Moi, je suis plutôt, vous avez dit, la forme et la manière et le timing. Il s'agit de traiter le profil. Quels sont les critères pour désigner un entraîneur pour les U20? Est-ce que le fait de gagner 2 titres différents de suite dans les catégories de U21 dans un championnat moyen, voire faible, est-ce que c'est un critère? Je pense que ça a été le critère. C'est parce que c'est un critère, ça a été le critère. J'entends qu'il a gagné deux fois le titre de 21. Est-ce que c'est un critère important pour désigner? Pour moi, selon moi, pour être entraîneur national, il faut un background
international. Il faut avoir une expérience dans l'encadrement et voir la formation des jeunes talents aux catégories à l'échelle internationale. Il faut pouvoir parler les langues parce qu'on va diriger des joueurs qui viennent de partout, de France, d'Allemagne, de partout. Donc les langues, d'où les langues ont vraiment une importance vitale pour encadrer, pour accompagner, pour communiquer avec ces jeunes-là. Donc je reste un peu... Vous restez frustré, quoi. J'ai été frustré avec le recul, je suis déçu, et déçu de la manière comment... Les choses se sont passées, voilà, pour faire court. Comment les choses se sont déroulées. Exactement, voilà. Maintenant, moi, ça fait depuis de nombreuses années, je suis ce qui se passe au niveau du football algérien, le championnat, et surtout au niveau des catégories, des jeunes catégories. Le constat est que la production de jeux de nos sélections nationales n'est pas à la hauteur des moyens qui a été mis par la fédération, par l'État algérien, voire n'est pas été à la hauteur des moyens que possède l'Algérie. Un autre constat de même, que nos sélections jeunes sont souvent éliminées très tôt dans les compétitions. Sont tout le temps éliminées. Tout le temps éliminées. Donc on doit avoir une réflexion. Pourquoi? Parce que chaque année c'est toujours pareil, on participe à des tournois, on est tôt éliminé dans les compétitions, on doit maintenant pousser une réflexion. C'est là où il faut agir, c'est là où je pourrais apporter mon expérience, mon expertise, voire mes idées par rapport à ça. Donc il s'agit de choisir un profil qui correspond à cette catégorie de jeu, qui correspond au football algérien. Donc il faudra attendre, peut-être sur les autres catégories. À ce moment-là, vous allez une nouvelle fois répondre à un appel de candidature. Pour le moment, c'est peut-être la stratégie. Entre nous, voilà, je vais dire, je pense pas que je vais répondre à cette. Très bien. Voilà, je vais pas. Non, c'est une première. J'ai fait ça parce qu'on m'a sollicité. On m'a dit voilà, t'as le bagage, t'as le background. J'estime que j'ai. Donc vous l'avez fait, vous n'allez pas le refaire. Je l'ai fait et je ne le refais plus. Très bien. Alors, si on fait appel à moi, à réfléchir. Très bien. Moi, je vais enchaîner sur un deuxième sujet. Également, vous êtes entraîneur, ça vous concerne. Il y a eu 11 entraîneurs qui ont changé de club après 4 journées de championnat. Il y a eu des entraîneurs qui ont retrouvé un banc, qui sont revenus en Algérie. Je pense notamment à Paqueta, qui revient au Chabab de Belouizdad, avec qui il avait gagné un titre de champion. Arrivée de 2 nouveaux entraîneurs, des étrangers toujours. Un Portugais, Almeida, qui vient à la JS Kabylie. Et Garrido, qui pour la première fois entraîne en Algérie. Il a fait une demi-finale d'Europa League, Garrido, il faut le rappeler, l'Espagnol. Et puis Amalani, qui retrouve un banc d'entraîneurs avec le CS Constantine, lui qui avait fait la préparation avec l'entente de Sétif. Mais quand on regarde la composante au niveau de la Ligue 1, on fait appel surtout à des entraîneurs étrangers. On n'a plus confiance, hein, les dirigeants n'ont plus confiance en l'entraîneur algérien. Vous marquez un temps d'arrêt, vous réfléchissez. Oui, temps d'arrêt, parce que c'est important, je vous dis. Ouais. Plutôt les managers qui ont cette influence. C'est les managers actuellement qui influencent les présidents. C'est des lobbies. Hein? C'est des lobbies. Pourquoi? Parce que moi, j'ai discuté avec des présidents, ils disent... Oui, moi, j'entends beaucoup de présidents me dire non. Certains managers, ils sont proches de certains présidents. Ils proposent des entraîneurs, parce qu'un entraîneur qui vient un étranger coûte son salaire, il est énorme. Donc, un manager... Le plus gros salaire du championnat de Ligue 1, ce n'est pas un étranger. C'est un Algérien. C'est un Algérien. Ouais. Je vous les arrête tout de suite. C'est un Algérien. Européen... Pour dire tout de suite, c'est un Algérien qui avait le plus gros salaire du championnat de Ligue 1. Actuellement dans le championnat algérien? Oui, il y a juste... Ouais, je ne vais pas divulguer le nom. Il y a certains managers qui sollicitent, qui proposent ces entraîneurs, qui sont proches de certaines directions et qui ont une influence pour proposer des étrangers. Avant, c'était la mode tunisienne. Là, maintenant, on est plutôt mode portugaise ou espagnole. Grande école, l'école portugaise d'entraîneurs. Ouais. Grande école. Alors maintenant, est-ce que... Alors c'est vrai que l'entraîneur de la JSK, on attendra pour voir. Parce que bon, il termine pas... Il a été adjoint, il a été en chef... Mais disons qu'il ne termine pas ses saisons, il ne va pas jusqu'au bout de ses saisons. C'est un entraîneur étranger. 6 mois, une année au maximum. Si c'est un entraîneur étranger qui peut amener une valeur ajoutée, qui peut amener un plus, et quand je dis valeur ajoutée, c'est par rapport aux entraîneurs jeunes, qui amènent quelque chose où ils laissent des traces qui contribuent au développement du football algérien. Je vous donne un exemple. Guardiola, quand il a fait un passage par l'Allemagne, moi j'ai fait un stage au Bayern Munich, jusqu'à maintenant on parle de Guardiola. On parle de philosophie de Guardiola. Il a laissé des traces. Oui, mais on est bien loin, c'est deux mondes différents. Non, mais je vous dis, non, on est loin, mais je vous dis... si on reste, si on reste sur le championnat algérien, voilà. donc il suivait le championnat algérien,
il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers qui sont passés par là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites s'il y a un entraîneur étranger qui vient, qui apporte une plus-value au championnat? Nouzaré avait laissé. Justement, voilà. je voulais arriver à ce point-là. Est-ce que pour vous, il y a des entraîneurs qui, comme ça, d'emblée, dès qu'on vous parle ont marqué leur passage, ont marqué leur passage ici dans le championnat algérien? Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui vous viennent en tête? Aucun. Ah bon? Aucun. Mais ils vont parler de nos arrêts par rapport à quoi? Par rapport aux résultats ou par rapport au jeu par rapport à une pratiqué par philosophie en Diane général? d'Alger. Jusqu'à maintenant, À est-ce qu'on a l'époque. profité de... Je parle de Courbis, je parlerai Oui, mais peut-être est-ce que, voilà, de Hervé Renard. Courbis, il a eu du succès. Nous arrêts, au niveau résultat, oui, il a laissé ses traces. Maintenant, moi, je parle au niveau philosophie. Qu'est-ce qu'on a appris de nos arrêts? Qu'est-ce qu'on a appris de Courbis? Qu'est-ce qu'il a laissé? Je parle de traces, je parle de vous parlez de... S'il Je laisse parle un de héritage derrière Oui, lui. je vous dis un exemple. Vous me dites, Mais ça, c'est moi, une je fais la politique comparaison. générale. Pourquoi je fais la comparaison? Parce que moi, je vis en Europe, je fais mes stages, mes perfectionnements. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas faire trop de comparaisons. Oui, mais j'essaie de faire le parallèle. C'est pour ça que je dis ça, c'est une politique générale. Benitez, il y a quelques années, il y a 10 ans, voire 12 ans en arrière, il a fait un passage par Liverpool. Jusqu'à maintenant, il a laissé des classeurs. Oui, mais il est resté combien de temps à Liverpool aussi? Il a laissé des Il y a une stabilité jusqu'à maintenant, derrière. moi, j'ai vu avec mes propres yeux des classeurs que Benitez a laissés pour les entraîneurs, Ça, c'est un pour travail. le. pour Il nous reste Liverpool. une minute, alors on va synthétiser, ça passe très vite. Voilà, nos arrêts au Courbis, ok, ils ont fait un bon passage, ils ont fait des résultats, mais qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce qu'on a appris? Mais c'est pour ça que je dis Qu'est-ce ça, qu'on a appris c'est une politique générale de club. J'ai compris ce que vous voulez dire en termes d'empreinte, en termes de philosophie. Quand on parle, mais vous avez pris un exemple, vous avez pris Guardiola. Guardiola, il a complètement révolutionné le football. C'est pour ça, c'est un autre niveau. Je dis, chez nous aujourd'hui, pour conclure, je pense qu'il y a un manque de confiance des dirigeants envers l'entraîneur local. D'où on arrive à ce résultat. Exactement. Et il n'y a pas un entraîneur local qui sort du lot Qui fait également. l'unanimité. Voilà, qui fait l'unanimité. Il n'y en a pas un aujourd'hui. Tout à fait. Au niveau résultat, oui, je suis tout à fait d'accord. Même jeu, il n'y en a pas un qui Il y en ose. avait un par le passé qui faisait l'unanimité, c'était Boualem Charef. Oui. Et ça a disparu au fil des... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas remporté de titre. Il n'a pas remporté de titre et le jour où il a eu la chance de diriger de Le grosses Mondial, écuries, ouais. et là, ça n'a pas marché. Ça a coincé. Voilà. Maintenant, il faut que ce qu'on doit revoir, et ça c'est un appel à la direction nationale, c'est qu'au niveau Ça va de la être la formation, conclusion. au niveau de la formation, le contenu de nos formations, est-ce qu'on forme assez des bons entraîneurs qui sont capables d'amener, d'accompagner ou d'amener quelque chose, de hausser le niveau de football algérien? La réponse, moi, je ne connais pas le contenu. La réponse, ce sera le prochain stage CAF Pro qui aura lieu non, mais la réponse, toi, dans un mois. je ne sais pas, Sid Ahmed, vous êtes en train de faire la formation. Oui, allez-y, ça sera en 10 secondes. En 10 secondes. Il faut voir le contenu. Est-ce que le contenu nous permet de former des entraîneurs pour pouvoir former nos joueurs? Très bien, Voilà. merci. Ça a été un plaisir, Smaïl Jalid. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois d'avoir passé répondu à très vite. l'invitation. C'est passé très vite. Vraiment très vite, j'ai pas vu le Sid temps Ahmed passer. Redis, Merci. merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés également en régie. On vous dit bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.